Bonjour et bienvenue dans Histoire et Gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. Depuis près de 3 siècles, l'histoire attribue à Catherine de Médicis l'introduction d'une véritable révolution gastronomique à la cour de France au cours du XVIe siècle. La légende est la suivante. La Renaissance vit l'arrivée de Catherine de Médicis en 1533 pour son mariage avec le second fils de François Ier, le futur roi Henri II. Issue d'une riche et puissante famille toscane, la future reine, alors âgée de 14 ans, était habituée à l'opulence et au raffinement. Elle amena avec elle non seulement des recettes personnelles de cuisine et de nouveaux produits, mais aussi maints cuisiniers, pâtissiers et confiseurs florentins qui enseignèrent l'art du raffinement de la table à leur homologue de la cour de France. C'était une véritable révolution gastronomique qui s'instaura à la cour de France et se propagea à tout le royaume. En vérité, il s'avéra que cette révolution gastronomique, née des influences culinaires supposées de Catherine de Médicis, n'était qu'un mythe qui s'était construit a posteriori dans l'histoire de France. En effet, aucun écrit ne vint corroborer son influence, aucun chroniqueur de son époque ne relata ses faits d'armes culinaires, et aucun de ses maîtres cuisiniers, pâtissiers et confiseurs ne laissèrent leur nom à l'histoire. Les Poplini, Frangipani et Pastilla, ces pâtissiers et confiseurs arrivaient avec Catherine de Médicis qui aurait inventé respectivement le poplin, la frangipane et le pastillage, n'étaient que pure invention. Ces personnages furent créés a posteriori pour attester du rôle central joué par Catherine de Médicis dans l'avènement de la grande cuisine française. Si de nombreux historiens émettent depuis les années 1970 des doutes sérieux à propos de l'attribution exclusive à Catherine de Médicis de cette révolution culinaire, ils ne remettent pas en cause l'influence que l'Italie et les Italiens eurent sur l'art culinaire et la gastronomie française depuis le début des guerres d'Italie en 1494. C'est l'histoire de ce mythe gastronomique que nous allons vous conter dans ce podcast. Avant de plonger au cœur de cette histoire, imprégnons-nous du contexte si particulier de la Renaissance et des guerres d'Italie. En 1494, Charles VIII décida de se lancer dans les guerres d'Italie pour rétablir sa souveraineté sur le royaume de Naples et le duché de Milan. Il fut imité par ses successeurs Louis XII, François Ier, puis Henri II, au cours de 11 campagnes militaires qui s'étalèrent entre 1494 et 1559. À la faveur de ces guerres d'Italie, les souverains français et leur entourage découvrirent avec émerveillement le faste des cours princières de Milan, Florence, Rome, Naples et Venise. Et ils n'eurent qu'un désir, importer dans le royaume de France la culture et le mode de vie raffiné des transalpins, y compris en matière de gastronomie. Car à Florence et à Rome, on s'y entendait en matière de gastronomie. Dès le milieu du XVe siècle, ce fut à la cour des Médicis à Florence que l'on vit apparaître un certain raffinement de la table. L'assiette en faïence italienne remplaçait la traditionnelle écuelle. Le verre de Murano prenait la place du gobelet en étain ou de la coupe en argent ou en vermeil, et la fourchette à 2 dents permettait à chacun des convives de manger plus doucement et plus proprement. On mangeait, pour la première fois, dans une pièce dédiée à cet usage, la salle à manger. Au même moment, à la cour pontificale de Rome, où l'on respectait scrupuleusement les nombreux jours maigres imposés par l'Église, au cours desquels la consommation de viande était interdite, la mode des fruits et légumes était en plein essor. En effet, comme il fallait bien se nourrir, fruits et légumes envahissaient les tables. Choux, panais, carottes, navets, choux-fleurs, petits pois, salades, oignons constituaient alors une nouvelle palette alimentaire. François Ier fut celui qui introduit la Renaissance italienne et l'humanisme en France. Alors que l'Ancien Monde s'agrandissait, au fur et à mesure des découvertes maritimes, des conceptions nouvelles apparaissaient aussi bien dans le domaine intellectuel que dans le domaine artistique. La pensée humaniste de la Renaissance, née en Italie 150 ans plus tôt, se répandait progressivement en Europe à l'occasion notamment de ces guerres d'Italie. Déjà, Charles VIII et Louis XII avaient attiré des artistes d'Italie et introduit l'art nouveau dans l'ornementation des châteaux d'Amboise et de Blois. Mais de tous les rois de France, ce fut François Ier qui tomba le plus profondément amoureux de l'Italie et de son art. Bâtisseur de châteaux, adepte de la fête et soucieux de son image, il suivit le modèle des princes mécènes italiens. Il fit donc venir moult artistes italiens.
dont Léonard de Vinci en 1516, mais aussi le peintre florentin Andrea del Sarto en 1518, l'architecte et sculpteur florentin Girolamo della Robbia en 1527, le peintre bolonais Francesco Primaticcio, dit le Primatis, en 1532, l'orfèvre Benvenuto Cellini en 1540 et bien d'autres. Ceux-ci influencèrent la décoration des résidences royales à Amboise, Blois, Fontainebleau, Chambord, etc. et contribuèrent à introduire probablement en France un certain art de vivre à l'italienne. Ce fut sous son règne, qui s'étendit de 1515 à 1547, que la Renaissance et l'humanisme, nés en Italie, se diffusèrent en France. Non seulement les artistes italiens fréquentaient assidûment la cour de France, mais une quantité impressionnante d'artistes européens se rendaient régulièrement en Italie pour étudier les œuvres qu'ils avaient découvertes dès la fin du XVe siècle par la circulation des gravures grâce à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Si la France vivait à l'heure italienne sous le règne de François Ier, ce n'était pas seulement une affaire d'architecture, de peinture, d'art plastique ou de jardin. Tout homme cultivé parlait italien et trouvait aussi dans les cours princières d'Italie un modèle de civilité. Les gentilshommes se cultivaient à la lecture du livre du courtisan de Baldassare Castiglione, un code de politesse et d'élégance qui prônait les valeurs morales de la courtoisie, un best-seller européen traduit en français à la demande du roi en 1537. Nobles et bourgeois s'entouraient de meubles de faïence et de miroirs fabriqués en Italie et étaient de fervents amateurs de musique italienne. La France adopta les techniques commerciales et bancaires italiennes, l'art de la fortification dont ils étaient devenus les maîtres, jusqu'à leur industrie du luxe, dont celle de la soie, implantée à Lyon en 1536 par ordre de François Ier et dont l'essor fulgurant fit la richesse de la ville jusqu'à la fin du XIXe siècle. Même la roborative cuisine française, aux saveurs toujours médiévales, fut concurrencée par l'adoption naturelle de plats italiens, délicats ou agrémentés de salades et légumes. C'est à cette occasion que se construisit le mythe de Catherine de Médicis. Le rôle joué par Catherine de Médicis sur la gastronomie française au XVIe siècle est devenu un véritable mythe. Voyons comment est né ce mythe. À la Renaissance, les aliments et les manières de manger de la noblesse française connurent une évolution notoire. La consommation de sucre par les élites sociales s'incrut fortement. Les légumes et les champignons, jusque-là méprisés par les puissants, furent réhabilités. Les fruits occupèrent une place nouvelle en fin de repas et le beurre et la crème s'invitèrent dans les recettes. Parallèlement à l'apparition des nouveaux ustensiles de table, assiettes, fourchettes, verres, les bonnes manières de table commencèrent à se codifier et à s'imposer. C'est alors que la Renaissance vit l'arrivée de Catherine de Médicis en 1533 pour se marier avec le second fils de François Ier, le futur roi Henri II. Issue d'une riche et puissante famille toscane, la future reine, alors âgée de 14 ans, était habituée à l'opulence et au raffinement. On admit, sans que cela ne soit jamais attesté, qu'elle arriva en France avec non seulement des recettes personnelles de cuisine et de nouveaux produits, mais aussi mains cuisiniers, sauciers, pâtissiers, confiseurs et distillateurs florentins qui enseignèrent l'art du raffinement de la table à leurs homologues de la cour de France. Ainsi, elle aurait apporté dans ses bagages les macaronis, les lasagnes, la pâte à choux, la pâte feuilletée, la gelée, le panettone, le nougat, les marrons confits, la frangipane, les macarons, les glaces, les dragées, la limonade, l'orangeade, le rosoli, mais aussi la fourchette, l'assiette en faïence et le verre. Elle aurait introduit nombre de fruits et légumes, melons, brocolis, épinards, courgettes, haricots, asperges, petits pois, artichauts, cardons, etc. et de nouvelles recettes dont elle était très friande, les béatilles et les abats. À lire certains ouvrages publiés depuis le XIXe siècle, la cour de France lui devait l'instauration d'une véritable révolution gastronomique. De nombreux ouvrages attribuèrent bien des siècles plus tard ces changements alimentaires aux influences italiennes et plus particulièrement à l'arrivée de Catherine de Médicis. Cependant, toutes les études de la fin du XXe siècle confirmèrent que cette vision des choses relevait plutôt du mythe. Le premier auteur à avoir pris conscience de l'existence de ce mythe fut Jean-François Revel dans son Festin en paroles, publié en 1978, lorsqu'il évoquait le fantôme des Médicis. Il tenait les propos suivants. On peut dire, sans flatterie posthume, qu'aux yeux de l'histoire officielle, le XVIe siècle culinaire est presque entièrement dominé par la famille des Médicis. Depuis le pontificat de Jean de Médicis, devenu pape sous le nom de Léon X, qui marqua au début du siècle la civilisation des bords du Tibre, d'un épicurisme ostentatoire et spirituel, jusqu'au mariage de Marie de Médicis avec Henri IV en 1600, en passant par celui de Catherine de Médicis avec le futur Henri II en 1533, la famille des Médicis influence fortement
une grande partie de la vie de cour en Europe et par conséquent une grande partie de l'art de la table en Occident. Ces faits ont conduit les historiens de la gastronomie, et plus particulièrement ceux de la gastronomie française, à supposer au XVIe siècle une révolution gastronomique due à l'irruption de la cuisine italienne dans le reste de l'Europe. Les Français, d'ordinaire xénophobes, font dater, une fois n'est pas coutume, de l'arrivée de Catherine de Médicis en France avec ses cuisiniers florentins les débuts de l'art culinaire moderne et les origines de la grande cuisine. J'ai entendu Raymond Oliver lui-même exposer ce dogme. Que faut-il donc en penser ? Après avoir mis le focus sur le rôle joué par les Médicis à la Renaissance, il se focalisa plus particulièrement sur celui de Catherine de Médicis en ces termes. Ce seraient, dit-on, les cuisiniers et les pâtissiers emmenés par Catherine de Médicis en France qui auraient complètement révolutionné l'art de la gastronomie, auraient eu pour élèves plusieurs générations de cuisiniers français, lesquels auraient donc appris directement les secrets de la nouvelle cuisine. À tel point qu'au début même du XVIIe siècle, on voit les Italiens s'étonner des réalisations de leurs confrères français et même, amère ironie, déplorer l'influence de la cuisine française sur la cuisine italienne, par exemple à la cour du grand-duc de Toscane au XVIIe siècle. Ce schéma historique est généralement accepté sans critique, même par les esprits les plus critiques. Cette interprétation classique se heurte à de très fortes objections. La première question que l'on peut se poser est de déterminer la période à partir de laquelle ce mythe s'est construit. Celui qui initia ce mythe italien fut probablement Nicolas de Lamare, commissaire au Châtelet dans les multiples éditions de son traité de police. Dès 1719, il mettait l'accent sur le rôle joué par les nombreux Italiens arrivés en France dans le sillage de Catherine de Médicis, en y apportant les usages de leur pays et tout particulièrement le commerce et l'usage des liqueurs. Cependant, les historiens du XXe siècle retinrent comme point de départ de ce mythe italien la publication des Dons de Comus par François Marin en 1739. Dans son avertissement, ou sa préface, entre d'autres mots, attribuée à deux jésuites, Pierre Brumois et Guillaume Hyacinthe Bougeant, les auteurs, sans évoquer Catherine de Médicis, mentionnèrent l'influence décisive de la péninsule italienne sur la cuisine française. Retraçant l'histoire de la cuisine depuis l'Antiquité, ils expliquèrent que les Romains empruntèrent probablement le goût vif des plaisirs de la table aux Grecs. Puis après de longs développements au sujet de Rome, ils en vinrent à affirmer « Les Italiens ont poli toute l'Europe, et ce sont eux, sans contredit, qui nous ont appris à faire à manger. » Plus loin, ils ajoutaient « Il y a plus de 2 siècles qu'on connoit la bonne chère en France. La date de cette découverte est donc implicitement fixée au tournant du XVIe siècle. Brumois et Bougeant n'accordaient aucune place à la cuisine médiévale et se contentaient de vaguement supposer de dettes des modernes vis-à-vis des Grecs et des Romains. L'apprentissage effectué auprès des Italiens était présenté comme un véritable bienfait. Ce modèle initial permet à une cuisine vraiment française d'émerger sous Louis XIV, une cuisine devenue ancienne au moment où sont imprimés les Dons de Comus, livre à la gloire d'une cuisine nouvelle. 3 années plus tard, en 1742, François Marin publia une suite des Dons de Comus préfacée par Anne-Gabrielle Meunier de Kerlon. Celui-ci fit remonter aux guerres d'Italie, soit à la fin du XVe siècle, le renouveau de la cuisine française sous l'influence de l'Italie. Il écrivait « Dès les temps des guerres d'Italie, sous Charles VIII, Louis XI et Louis XII, les Italiens ont porté les délices de la table aussi loin qu'elles pouvaient aller. On le voit par le grand nombre d'ouvrages qu'ils publièrent dans le XV et XVIe siècle, soit sur l'art de la cuisine, soit sur l'ordonnance des repas. Ils firent connaître la bonne chère aux Français. On dit que le génie du François est moins propre à inventer par lui-même qu'à perfectionner les inventions des autres. Aussi, l'on peut juger des progrès que fit la cuisine pendant 2 siècles. Une dizaine d'années plus tard, en 1754, dans l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert, le chevalier de Joncourt, dans son article « Cuisine », confirmait le rôle des Italiens sur la cuisine française, mais ajoutait celui joué par Catherine de Médicis. Il écrivait « Les Italiens ont hérité les premiers des débris de la cuisine romaine. Ce sont eux qui ont fait connaître aux Français la bonne chère, dont plusieurs de nos rois tentèrent de réprimer l'excès par des édits. Mais enfin, elle triompha des lois sous le règne d'Henri II. Alors, les cuisiniers de les Monts vinrent s'établir en France, et c'est une des moindres obligations que nous ayons à cette foule d'Italiens corrompus qui servirent à la cour de Catherine de Médicis. Les Français surpassèrent bientôt leurs maîtres et les firent oublier. Dès lors, il semble qu'ils, entre parenthèses les Français, n'ont rien trouvé de si flatteur que de voir le goût de leur cuisine l'emporter sur celui des autres royaumes opulents et régner sans concurrence du Septentrion au Midi. Ainsi, le mythe italien, et plus particulièrement celui de Catherine de Médicis, était né. La légende des cuisiniers de Catherine de Médicis apparut donc plus de 2 siècles après son mariage avec Henri II en 1533. Le siècle suivant, le XIXe siècle,
fut celui de l'enrichissement du mythe avec moult détails, avec des cuisiniers anonymes qui, subitement, prirent des patronymes et auxquels on attribua des rôles bien précis. Et maintenant, si on remettait ce mythe en question. En effet, lorsque Catherine de Médicis arriva en France, elle n'était âgée que de 14 ans, parlait mal le français et était plutôt méprisée par l'aristocratie française. Alors, considérer qu'elle aurait pu lui faire découvrir la richesse de la gastronomie transalpine semble peu réaliste. Aucun témoignage direct du XVIe siècle ne vint attester des influences culinaires italiennes sur la gastronomie française et encore moins celui du supposé rôle joué par Catherine de Médicis sur le sujet. La reine faillit mourir d'avoir mangé trop de cul d'artichaut. Voilà ce qu'affirmait Pierre de l'Étoile. En fait, seuls quelques pamphlets hostiles aux Italiens et à Catherine de Médicis tentèrent d'exagérer sa gloutonnerie, davantage pour la discréditer que pour louer son rôle. Il en allait ainsi de cette affirmation de Pierre de l'Étoile, né en 1546 et mort en 1611, qui écrivait dans son registre journal du règne d'Henri III, en relatant le repas de mariage entre le marquis de Loménie et mademoiselle de Martigues, auquel il participa, et la reine aussi, en 1575. La reine-mère mangea tant qu'elle cuida crever et fut malade au double de son dévoiement. On disait que c'était d'avoir trop mangé de cul d'artichaut et de crêtes et rognons de coq dont elle était fort friande. Et voilà comment une simple affirmation diffamatoire permit d'affirmer la gourmandise de la reine et de lui attribuer ultérieurement l'introduction des artichauts en France. Concernant ces fameux culs d'artichaut dont se délectait Catherine de Médicis, ils étaient déjà connus à l'Antiquité chez les Arabes, et s'ils semblent bien être arrivés en France via les jardins italiens, rien n'atteste le rôle joué par la reine dans leur retour en grâce à la cour de France. Ce fut seulement en 1972, soit 4 siècles plus tard, qu'André Castello avança dans l'histoire à table que ceux-ci avaient été introduits par Catherine de Médicis. Par ailleurs, de nombreux fruits, légumes, melons, artichauts, cardons, venus des pays arabes, pourraient avoir été introduits en France par d'autres circuits et tout particulièrement par la péninsule ibérique et le comtat venessin où résidaient les papes. Aujourd'hui, les historiens considèrent que les Italiens auraient davantage transmis aux Français le goût pour les légumes que la découverte de nouveaux légumes en complément des traditionnels poireaux, choux et navets qui faisaient leur quotidien. Connaissez-vous l'histoire d'haricots du pape Clément VII ? Une autre légende rapporta que le haricot sec serait arrivé en France avec Catherine de Médicis, après que son oncle, le pape Clément VII, lui ait offert un sac de ces haricots récemment découverts en Amérique en cadeau de mariage en 1533. Cette histoire était le fruit d'une hypothèse tardive échafaudée par le docteur Ferdinand Gidon dans la presse médicale en 1936, soit encore 4 siècles après le mariage de Catherine de Médicis, hypothèse reprise ensuite par d'autres publications comme une certitude historique. Il en allait de même de l'introduction des glaces et sorbets en France, attribuée aussi à Catherine de Médicis par Brillat-Savarin dans sa physiologie du goût en 1825. Ce furent les auteurs du XVIIIe siècle qui, en utilisant dans leurs ouvrages l'appellation eau et liqueur d'Italie, attribuèrent de facto à ce pays l'origine de celle-ci et à Catherine de Médicis leur introduction en France. Toutefois, même si l'Italie avait fait de ses eaux et liqueurs une véritable spécialité, rien ne prouvait qu'ils en aient été les inventeurs. En fait, depuis l'Antiquité, les riches citoyens romains faisaient déjà venir de la neige, de la glace des montagnes, des Sabines et du massif des Abruzzes pour frapper le vin. Cette habitude, consistant à consommer des breuvages frais ou froids en y mêlant de la neige ou de la glace, revint à la mode et se répandit en Italie, en Espagne, puis en France, sous Henri III, au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, sous le nom de sorbet. Les sorbets et crèmes glacées que nous connaissons aujourd'hui apparurent peu ou prou en même temps en France et en Italie, seulement vers 1650. Encore une fois, Catherine de Médicis n'eut aucune action quant à l'introduction des glaces et sorbets en France, si ce n'était qu'elle était la mère du roi Henri III, qui régnait quand les premiers sorbets, qui n'étaient alors que des boissons glacées, firent leur apparition en France. Mais le plus troublant fut les nombreux cuisiniers, pâtissiers, confiseurs et sauciers arrivés à la suite de Catherine de Médicis à compter de 1533. Remontons le temps, afin de comprendre comment cette supposée brigade de cuisine était née. Où sont donc passés les cuisiniers de la reine ? On peut résolument se poser la question du devenir de ces cuisiniers, pâtissiers, confiseurs et sauciers arrivés en France dans le sillage de Catherine de Médicis. Les fameux cuisiniers, sauciers, pâtissiers et confiseurs censés être arrivés avec Catherine de Médicis en France ne laissèrent aucune trace à la postérité. Il semble surprenant que de tels artistes culinaires, qui auraient révolutionné la cuisine de l'aristocratie française, n'apparussent dans aucun écrit des chroniqueurs de l'époque. La seule explication pourrait bien confirmer qu'en fait, cette révolution n'eut jamais lieu. Tous ceux dont l'histoire retint les noms, Frangipani,
inventeur de la crème frangipane, Pastorelli alias Poplini, inventeur de la pâte à choux, Pastilla, inventeur de la pastille, Berini, maître saucier, n'étaient que pure invention née dans l'imaginaire des auteurs des siècles ultérieurs, trop soucieux de nourrir et de documenter le mythe de Catherine de Médicis. Frédéric Fayot, à la même dans les classiques de la table en 1855, a attribué à Catherine de Médicis en personne la recette de la tarte à la crème frangipane. S'il semble attester que l'aristocrate italien Pompeo Frangipani ait donné son nom à un parfum de son invention qui servit à imprégner les gants et fit la gloire des gants de Frangipani, on ne sait absolument rien de ce parfum. La rumeur publique lui conféra un fort parfum d'amande. Son nom s'étendit, on ne sait pourquoi, à d'autres usages et tout particulièrement à la pâtisserie, dans des préparations qui, d'ailleurs, comportaient ou non des amandes. Ce fut dans le premier livre français des temps modernes, Le cuisinier français, de Pierre-François de La Varenne, en 1651, qu'apparut la première recette de tourte de frangipane, avec des amandes, recette qui ressurgit en 1721 dans le dictionnaire de Trévoux sous le nom de tourte de frangipane. Entre-temps, d'autres auteurs donnèrent des recettes de tourte de frangipane ou d'eau de frangipane, des altérantes ou de poudre de frangipane pour le soin des cheveux sans amandes. En conclusion, cette tourte de frangipane naquit avec le premier recueil de cuisine française des temps modernes du XVIIe siècle, et même si elle prit un nom italianisant, elle semble bien d'origine française. Quant à Pompeo Frangipani, s'il a bien existé, il ne fut jamais pâtissier au service de Catherine de Médicis. Le fameux Pastorelli, aussi surnommé Poplini, apparut spontanément dans le glacier classique et artistique en France et en Italie de Pierre Lacam, en 1893, comme le chef pâtissier de la suite de Catherine de Médicis qui aurait apporté avec lui vers 1540, je cite, la recette d'une pâte desséchée sur le feu dont il faisait un entremets excellent auquel il avait donné son nom à la cour. On l'appela plus tard Poplin au lieu de Poplini. En 1991, Poplini, pâtissier de la Reine, devint même l'inventeur de la pâte à choux de l'article pâtisserie de l'Encyclopédie de la culture française. Troisième personnage, le confiseur Jean Pastilla, connu pour avoir inventé le pastillage, une pâte non comestible utilisée comme décor dans la confiserie qui permit de fabriquer les pastilles. Son nom surgit en 1897 dans un article de la revue La Semaine littéraire. L'auteur précisait que la pastille tirait son nom du confiseur italien Jean Pastilla, qu'il avait introduite en France du temps de Marie de Médicis, épouse d'Henri IV. Un siècle plus tard, en 1987, Maguelone Toussaint Sama confirma les écrits de La Semaine littéraire dans son Histoire naturelle et morale de la nourriture, avant que Sander et Marcel Derrien ne fassent de cet artiste l'un des pâtissiers non plus de Marie de Médicis, mais de Catherine de Médicis. Ils allèrent encore plus loin en lui attribuant le lancement de la mode des pastilles aux multiples parfums, café, chocolat, vanille, avant même que ces épices ne soient utilisées à la cour. La boucle était bouclée, on avait dans un premier temps créé de toutes pièces un pâtissier, Jean Pastilla, au nom inspiré des fameuses pastilles qu'on lui attribua, puis dans un second temps, on en fit l'un des pâtissiers de Catherine de Médicis. Quant au quatrième personnage, Berini, il fut cité pour la première fois en 1828 par Alexandre Martin dans le Bréviaire du gastronome comme le cuisinier de Catherine de Médicis qui, je cite, retrouve des sauces perdues depuis des siècles. Avec le temps, et pour renforcer le rôle joué par Catherine de Médicis en matière de gastronomie à la cour de France, l'histoire venait de construire autour de Catherine de Médicis la première brigade de cuisine italienne avant l'heure. Cependant, de toutes les études menées par les historiens sur cette période, si de nombreux émigrés italiens avaient rejoint la cour de France depuis le début des guerres d'Italie pour exercer leur talent dans différents domaines d'activité, aucun maître qu'eux ne fut identifié. Tout au plus, on trouva quelques maîtres d'hôtel qui avaient laissé leur nom à l'histoire, comme Fabrizio Bobba ou Niccolo Alamani, respectivement au service d'Henri II et d'Henri III. Ironie du sort, l'un des rares cuisiniers de cette époque, dont le nom fut avéré, Guillaume Verger, alias Sopiquet, était un cuisinier français et non italien qui fut au service successivement d'Henri II, François II, puis Charles IX. Et le seul cuisinier florentin ayant réellement existé, Francisque Michael Pellegali, au service de Marie de Médicis, ne fit jamais partie du mythe gastronomique de Catherine de Médicis. Alors, quand on lit partout que Catherine de Médicis aurait révolutionné la cuisine française à la cour de France grâce à son armée de cuisiniers, pâtissiers, confiseurs et autres professionnels des métiers de bouche arrivés d'Italie dans son sillage, on peut résolument considérer que ces affirmations relèvent du mythe construit autour de cette reine de France. Ce mythe s'est encore renforcé par de nombreuses allégations élaborées au fil des siècles. Entrons maintenant dans le savoir-faire italien en matière de travail du sucre. Commençons par les ornements sucrés italiens dont ces artistes transalpins s'étaient fait une spécialité.
En ce qui concerne l'art de la confiserie, friandises, confitures, pâtes de fruits, architecture en sucre, au sujet duquel tous les auteurs s'accordent à considérer les Italiens de la Renaissance comme des maîtres en la matière, il ne faudrait pas oublier que, déjà, à la fin du Moyen-Âge, partout en Occident, confiture et confiserie faisaient partie intégrante de tout festin qui se respectait et que la France découvrit l'art de faire les confitures, les fruits confits et les écorces d'orange dans le bâtiment de recettes, un livre publié à Venise en 1529 et traduit en français dans la décennie suivante. Progressivement, le sucre quitta les boutiques des apothicaires pour devenir une gourmandise pour la haute aristocratie européenne sous des formes de plus en plus variées, dragées confites, masse-pain, confitures, pâtes de coin, écorces de fruits et fruits confits. Ces douceurs naquirent souvent dans le monde arabe, où la canne à sucre était cultivée. L'Espagne et l'Italie furent ensuite les portes d'entrée privilégiées de ces savoir-faire vers l'Europe. Car il ne faudrait pas oublier que l'essor de la culture de la canne à sucre en Méditerranée occidentale se fit en premier lieu en Sicile au XIVe siècle et au sud de Valence, en Espagne, au XVe siècle. Des plantations qui permirent de répondre à une demande croissante et de garantir l'approvisionnement en sucre de canne de l'Europe du Nord, de l'Allemagne et de la France. Ce savoir-faire de la réalisation d'ornements sucrés s'illustra particulièrement lors de banquets donnés à Venise. En effet, ce fut à Venise que cet art atteignit son plus haut niveau de perfection. Car du fait de leur rôle dans le commerce des épices en général et du sucre en particulier, les villes de Gênes et de Venise s'attachèrent très tôt à valoriser le sucre en confectionnant des confiseries. C'est ainsi que les confiseurs perfectionnèrent la technique arabe du sucre pétri qu'ils mélangèrent notamment avec de la gomme adrageante afin d'obtenir une pâte très malléable qui leur permettait de sculpter de magnifiques statues aux dimensions et couleurs variées, des figurines, des fleurs, créant ainsi ce qu'on appela le pastillage. Ce savoir-faire italien s'illustra particulièrement lors d'un célèbre banquet 100% sucré qui se tint à Venise. Lors de ce retour de Pologne pour rejoindre la France en 1574, Henri III fut reçu par le doge de Venise. Le roi participa à un banquet où figurait sur les tables une multitude de décorations et de figurines sculptées en sucre et surtout où toute la vaisselle était en sucre filé, de la nappe au couvert en passant par les assiettes, les verres et le pain. L'histoire retint cet événement extraordinaire comme le résultat d'un savoir-faire exceptionnel que découvrit Henri III. Cependant, ce savoir-faire de la réalisation des ornements sucrés n'était pas une exclusivité italienne, puisqu'il était attesté dans la même période lors de banquets donnés dans d'autres villes européennes, à Anvers et à Paris. Plus encore, le 22 décembre 1457, soit un siècle avant le banquet royal qui se tint à Venise, le comte Gaston IV de Foix donna à Tours un grand banquet en l'honneur des ambassadeurs venus négocier le mariage du roi Ladislas de Hongrie avec la fille de Charles VII, Madeleine de France. À cette occasion, les chroniqueurs fournirent de nombreux détails sur le menu, les plans de table, les modalités du service, les entremets visuels et musicaux et les danses dont il fut le cadre. Terme du banquet, fut servi un hippocrase rouge accompagné de gâteaux légers, oubli et relasse, puis les épiceries, c'est-à-dire des épices confites dans le sucre et modelées ici en forme d'animaux représentant des lions, des cygnes et des cerfs et d'autres pièces en sucre. Par ailleurs, Nostradamus, dans son traité des fardements et confitures, publié en 1552, écrivait à ce sujet, je cite, « L'art de la confiserie arriva en France et les Français excellaient dans ce domaine. L'élève dépassa même le maître. » Il écrivait également qu'il croyait les Italiens maîtres incontestés ès confiserie. Cette réputation est usurpée, écrivait-il, car les Français sont les meilleurs. En effet, en 1571, à l'occasion des festivités qui suivirent le mariage du roi Charles IX et d'Élisabeth d'Autriche, la ville de Paris offrit aux convives un somptueux dîner, suivi d'un bal. Sur le buffet étaient dressés 6 bas-reliefs sculptés en sucre qui permettaient à la reine de suivre l'histoire de Minerve. Un autre banquet, au début du XVIIe siècle, fit date dans l'histoire. Il s'agit du banquet de mariage de Marie de Médicis et Henri IV à Florence. L'histoire retint cet autre événement qui reflétait parfaitement ce savoir-faire. Il s'agit du banquet de mariage par procuration entre Marie de Médicis et Henri IV à Florence le 5 octobre 1600. Les chroniqueurs relatèrent les grandes pièces disposées sur les tables qui figuraient le portrait du roi, des arbres, des oiseaux. Toutes ces pièces étaient si poudrées de sucre que l'on croyait qu'il avait neigé dessus. Tout était si finement exécuté qu'elle captivait le regard. Quand le premier service fut enlevé, la table principale se sépara en 2 parties qui disparurent de part et d'autre. Pendant ce temps, une autre table montait du sol, garnie de lampadaires, de bougies, d'assiettes, de plats, de verres, en sucre, bien évidemment. Peut-on lire dans la grande histoire de la pâtisserie-confiserie française de Sander et Derrien. Posons-nous une autre question. La fourchette à 2 dents utilisée chez les Médicis est-elle arrivée en France avec Catherine de Médicis ? Eh bien non.
Concernant la fourchette à deux dents utilisée à la cour des Médicis à Florence au XVe siècle, les récits attribuèrent à Henri III, quatrième fils de Catherine de Médicis, et non à Catherine de Médicis elle-même, son introduction à la cour. Celui-ci l'aurait adoptée après son séjour à Venise en 1574. En effet, la fourchette apparue sous l'Empire byzantin arriva en Italie vers l'an 1000 par le mariage de la princesse byzantine Théodora Doukas avec le doge de Venise. Elle était alors uniquement utilisée pour consommer les pâtes. Cela faisait donc 5 siècles que le doge de Venise utilisait la fourchette quand Henri III la découvrit à Venise. Après l'avoir adoptée, Henri III fut imité par ses mignons, qui par ailleurs étaient poudrés, fardés et jugés décadents par la cour, discréditant l'adoption de la fourchette par la noblesse. Ainsi, à la Renaissance, celle-ci servait surtout à se servir dans le plat plutôt qu'à porter les aliments à sa bouche. Cette fourchette ne fut adoptée réellement en France qu'au XVIIIe siècle. Il serait donc préférable de parler d'interpénétration des cuisines italiennes et françaises plutôt que d'influence italienne. En résumé, ni Catherine de Médicis, ni plus largement l'Italie de la Renaissance ne révolutionnèrent la cuisine et les façons de manger des élites françaises de l'époque. Ce qui ne veut pas dire, loin de là, que nos voisins transalpins n'apportèrent aucune contribution aux évolutions observées. S'il y eut une influence culinaire à la Renaissance, elle se traduisit par des évolutions lentes et discrètes et non par une révolution gastronomique, comme certains voulurent nous le faire croire. En réalité, cette influence s'opéra en empruntant d'autres voies qui permirent l'interpénétration des cuisines italiennes et françaises. Au lieu de chercher les influences d'une cuisine sur une autre, il est plus pertinent de penser les apports et les rapports entre les diverses cuisines d'Occident en termes de circulation des idées et des savoirs plutôt qu'en termes d'influence. Tout d'abord, au Moyen-Âge et à la Renaissance, il existait une cuisine aristocratique européenne, teintée de particularismes nationaux. Allemands, français, italiens, espagnols, anglais, tous contribuèrent à forger cette cuisine sans que nul ne s'imposât en modèle à imiter. Ensuite, le grand tour était une autre pratique qui put jouer un rôle non négligeable. À la Renaissance, il était d'usage que de nombreux Français de la noblesse se rendent en Italie à des titres divers. Il était courant que les jeunes Européens appartenant à la haute société effectuent ce que l'on appelait alors le grand tour, une sorte de voyage initiatique en Europe. Enfin, l'immigration italienne était significative à la Renaissance. Catherine de Médicis ne fut évidemment pas la première italienne à s'établir en France et à transmettre l'art de manger pratiqué à Florence. Plus de 15 ans avant de lui donner son fils en mariage, François Ier avait déjà commencé à s'entourer d'artistes italiens. Dans les faits, quantité d'Italiens avaient franchi les Alpes et s'étaient installés en France à la faveur des grandes foires commerciales de Champagne ou de Lyon et des conflits et des complots politiques en Italie. Parmi eux figuraient des nobles, des commerçants, des banquiers, des artistes, des artisans, mais aussi des cuisiniers et des maîtres d'hôtel. À cela, il faut encore ajouter les multiples campagnes des guerres d'Italie menées par les rois de France entre 1494 et 1559, la venue de nombreux artistes et intellectuels italiens à la cour de François Ier et l'arrivée de Catherine de Médicis et de sa suite en 1533 qui permirent de parfaire les échanges artistiques, intellectuels et culinaires entre les deux pays. Tous ces événements ont contribué à une influence italienne, mais certainement pas à une révolution. Aujourd'hui, les historiens admettent simplement qu'une influence italienne, fort difficile à mesurer d'ailleurs, ait pu se faire sentir dans les manières de table ou dans le goût pour certains produits. Les premiers signes annonçant l'essoufflement de la cuisine médiévale apparurent en France seulement dans la deuxième moitié du XVIe siècle pour s'affirmer au milieu du siècle suivant. Depuis la fin du XVe siècle, il s'était établi un lien particulier entre les deux pays, permettant un véritable chassé-croisé culinaire de prendre forme. C'est ainsi que, d'une part, l'Italie hérita des fastes et des entremets bourguignons et savoyards, et d'autre part, que la France se familiarisa avec les techniques confiturières et les pratiques de civilité italienne. La cuisine française se perfectionna et se raffina durant 2 siècles, avant de triompher enfin sous Louis XIV. Et c'est bien a posteriori, quand la gastronomie française fut mondialement reconnue à compter du XIXe siècle, que les Français découvrirent la soi-disant dette de la cuisine française à l'égard de l'Italie et que les critiques gastronomiques fixèrent la naissance de la grande cuisine française à la Renaissance italienne et tout particulièrement au mariage de Catherine de Médicis avec Henri II en 1533. Ce paradigme avait l'avantage de déterminer un point de départ logique et facilement datable avec une date, 1533, et un événement, le mariage de Catherine de Médicis et d'Henri II, permettant de fixer avec précision la naissance de la grande cuisine française. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Pascal Briot et Florent Kellier, les auteurs de La table de la Renaissance, le mythe italien, publié aux presses universitaires François Rabelais en 2018. Les travaux et recherches de ces auteurs m'ont beaucoup aidé à construire ce podcast.
Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.